C'est l'épilogue d'une belle journée de football avec des buts en pagaille, des scénarios rocambolesques et des destins qui se dessinent. La Tunisie et le Mali sont elles contre elles à l'issue de cette rencontre. Un but partout alors que la nuit s'est installée sur Babi. C'est le moment où les chrysalides se transforment en papillons de nuit. Nous sommes bien à Abidjan et vous êtes bien dans Tam Tam Parleur, toujours en direct de l'Ivoire Trade Center. Et il y a beaucoup à dire dans ce match. On va voir ça dans quelques instants avec Brakissa Komara. Mais tout de suite, on va se rendre de nouveau à Korogo, retrouver Senat Chikou avec l'homme du match. Ah oui, on est avec l'homme du match, l'homme de ce match, Doumbia, qui monte en puissance, on l'avait dit. Doumbia, un très bon match, même si le résultat, vous espériez mieux là. Ouais, je pense qu'on a fait un très bon match. Et le prochain match, on va essayer d'être plus efficace. Qu'est-ce qui a manqué au Mali aujourd'hui? Je pense que ça a été l'efficacité. Mais sinon, dans l'ensemble, on a fait un très bon match. Qu'est-ce que vous êtes homme du match, vous êtes satisfait de votre match déjà? Ouais, ça va. Je fais un très bon match. Et dans l'ensemble aussi, toute l'équipe, c'est grâce à eux que je l'ai obtenu. Ouais, je suis fier et on va continuer à bosser pour être plus en forme du prochain match, pour être plus efficace. Allez, merci Doumbia. On se retrouve à très bientôt. Merci beaucoup Senat Chikou, Kamori Doumbia, donc le Malien, meilleur joueur désigné de cette rencontre par la Coupe, la Confédération africaine de football. Pardon. Anthony, pas très dissert, Kamori Doumbia, Senat Chikou, il a sorti les rames. Ouais, non, ils sont pas très heureux du résultat. On a vu que c'était compliqué offensivement. D'ailleurs, pour les deux formations, on a très peu d'efficacité. Ça s'est joué en première période. Peut-être des demi-occasions en fin de match. Mais je pense que le Mali voulait vraiment les 6 points. Et ils sont tombés sur une équipe tunisienne résiliente et qui a su exploiter les espaces qu'ils ont pu laisser, notamment dans l'entrejeu. En tout cas, Kamori Doumbia, c'est bien lui qui a fait la passe décisive, Brakissa, pour le premier but, pour le but du Mali, premier but du match. Il y a eu tellement de buts en même temps dans ce match, 11 buts en 3 matchs. C'est la journée la plus prolifique en ce début de la CAN. Et effectivement, donc, ouverture du score pour le Mali par Lassine Sinayoko qui reçoit une longue passe et envoie la balle dans les buts, Anthony. Oui, un excellent joueur qui marque un deuxième but dans un deuxième match de Cannes. Une frappe puissante au ras du sol, aidé par le poteau certes, mais le gardien là il peut absolument rien faire. Il regarde le ballon passer, il est pétrifié, il ne peut pas sauver. Bon, la défense a laissé ce garçon dangereux, ça a profité aux Maliens d'entrer. Ça me rappelle un petit peu, Tony, le Kun Agüero, qui visait toujours les poteaux pour avoir une vraie chance de marquer. Non. Oui, c'est vrai, Kun Agüero, c'était sa spécialité. Quand on ne le savait pas, on se demandait pourquoi il tapait aussi souvent le poteau, mais il s'entraînait à le faire des heures et des heures, et il travaillait sa frappe de la cheville, comment enrouler la cheville pour faire tourner la balle en fait dans le bon sens, pour que le ricochet permette à la trajectoire de la balle d'être déviée vers les buts. C'était un travail qu'il faisait tous les jours, effectivement, oui. La Tunisie se devait de réagir et 10 minutes plus tard, c'est ce qui s'est passé donc avec Hamza Rafia. Anthony. Oui, et il a pris la place du grand absent et il est là, il est décisif. Bon, il attaque bien sa balle, il devance toute la défense malienne. On peut voir encore une fois le milieu de terrain complètement déporté, l'axe est déserté. Il part de loin, le défenseur est arrêté et malheureusement le gardien lui a le bras un petit peu trop haut pour sauver. Ça touche l'avant-bras, ça passe dessous et ça finit pas vraiment au fond des filets, ça va mourir dans ce but. Et la Tunisie quand même qui réagissait bien et ensuite on a eu deux équipes qui se sont neutralisées. Figurez-vous qu'il y a eu 16 passes avant ce but de la Tunisie et c'est le record de passes depuis le début de la compétition. Très belle stat. On va retourner à Korogo, Senat Chikou, un nouvel invité. Ah oui, on a un super invité d'ailleurs, David, avec Aïdara, qui est l'un des hommes forts du milieu de terrain malien. La Tunisie a mis beaucoup d'impact aujourd'hui dans son jeu. Ouais, on savait qu'ils allaient être agressifs au milieu. Et ils l'ont fait, on a répondu présent. Parce qu'ils ont perdu le premier match et ils savent que s'ils perdent aujourd'hui, c'est fini pour eux. Mais je crois qu'on a su tenir tête et on prend un point. Même si on pouvait faire mieux sur l'herbier, mais je dirais qu'on a pu maîtriser le match. On était dangereux.
Justement, au vu du contexte, est-ce que pour vous, c'est un bon point ou vous auriez voulu un autre résultat carrément? On voulait gagner, on voulait gagner. On est venu pour gagner tous les matchs. Aujourd'hui, il faut être réaliste. Un point, si on prend contre la Tunisie, c'est pas mal. Mais on peut faire mieux, il y a des choses à corriger. Et il y a un troisième match, il faut être concentré, il faut bien récupérer pour bien jouer ce match. Justement, par rapport à ce troisième match, comment vous allez l'aborder? Déjà, on va essayer de se reposer et regarder la vidéo, ce qui n'a pas été bon, ce qui a été bien et corriger à l'entraînement et bien jouer ce match. Un point, je crois, on a 4 points, on a beaucoup de chance pour se qualifier. On veut mieux jouer, on veut progresser. On est venu pour ça, on veut gagner tous les matchs. Et aujourd'hui, on n'a pas fait, on n'est pas découragé. Et je ne dirais pas qu'on est content, mais on prend quand même un point. D'accord. Merci beaucoup, Aïdara, et bon courage. Merci Sénachikou, hein. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut se dire que le Mali a fléchi quand même en deuxième période, hein, et donc du coup, ils n'ont pas pu déployer leur jeu, leurs ailes en quelque sorte, comme il aurait fallu durant le match, Anthony? Non, non, ça a été très difficile. La Tunisie, je pense que défensivement, ils étaient en place tactiquement. Il n'y avait pas énormément d'espace. Ensuite, il a manqué quelqu'un vraiment pour peser, essayer de trouver cette passe tueuse qui permettrait de générer des occasions. On a eu quelques remplacements qui ont été effectués, qui n'ont pas, à part Niakaté, il n'y a pas eu énormément d'apport. On les a vus souffrir quand même. Bah, ils ont souffert. Ensuite, bon, c'est le match à 20 h, donc on parle beaucoup des conditions climatiques. Voilà, on l'a vu dans la presse, tout ça. Derrière, voilà, c'est des joueurs qui enchaînent beaucoup de matchs. Sur le troisième, il va y avoir encore moins de repos. Donc il faut être vraiment prêt physiquement. Ensuite, c'est au coach de savoir est-ce qu'il reste sur son 11 type ou est-ce qu'il fait tourner un petit peu. Il y a un résultat à aller chercher, c'est sûr, mais physiquement, bon, ils étaient peut-être plus frais en première période. Avec 5 changements aujourd'hui depuis la pandémie du Covid, n'importe quel ancien entraîneur vous dira qu'il aurait rêvé œuvrer dans ce style de situation avec 5 remplacements. Donc est-ce qu'on peut parler vraiment d'un manque de fraîcheur quand les 5 remplacements sont effectués? On a quand même du sang neuf et c'est là qu'il faut vraiment mettre l'intensité. Tony? Oui, je pense que la fraîcheur physique a beaucoup joué, surtout en fin de match. On a vu beaucoup de déchets. C'est vrai que les Maliens poussaient, ils accéléraient, mais ils étaient brouillons à l'approche de la surface de réparation tunisienne, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu scorer, concrétiser. Le dernier geste n'était pas bon, alors que la Tunisie pliait, mais n'a pas rompu. Donc c'est un match dont le résultat est parfaitement conforme aux dernières confrontations entre ces deux équipes qui n'ont pas encaissé, qui n'encaissent jamais beaucoup de buts, hein. Je pense que le Mali n'a encaissé qu'un seul but sur ces 10 dernières rencontres. Elle a fait une défaite, 7 victoires et puis 4 matchs nuls, je crois. Donc c'est les stats qui reflètent vraiment la forme et la physionomie de ce match, vient confirmer ces statistiques-là. Alors, un partout, hein, à la fin de ce match. Finalement, lequel de ces aigles va nourrir le plus de regrets, Anthony? C'est une bonne question, je dirais les deux. Bon, le Mali, peut-être parce qu'ils ont eu plus de tentatives et ont moins cadré, donc on pourrait dire qu'ils sont moins efficaces. La Tunisie a bien fait le jeu, comme le disait Tony, notamment à la mi-temps, c'est-à-dire on laisse le ballon à l'adversaire. Il y a de plus en plus de coachs qui vont jouer là-dessus, parce que certains, quand ils sont en possession, ils n'arrivent pas à l'exploiter ou à bien utiliser cette possession de balle. Donc je pense que les Tunisiens s'en tirent bien avec un bon point, mais ils auraient aimé avoir 3 points et peut-être aborder le dernier match en meilleure situation. Le Mali en a 4, donc pour eux, ils ont presque un pied en 8e de finale. Oui, justement, on va regarder le tableau, là, le tableau dont vous nous parlez, hein, les points. Le Mali, effectivement, en tête de ce tableau avec 4 points. Alors, suivi de la Namibie avec 3 points, la Tunisie 1 point, l'Afrique du Sud aucun point pour le moment. Tony, qu'est-ce que ça vous inspire? Disons que le match de demain, Namibie-Afrique du Sud, vaudra le déplacement, parce que l'Afrique du Sud ne voudra sûrement pas avoir 2 matchs avec 2 défaites. Et la Namibie voudra confirmer ce qu'elle a montré au cours de la première journée. Je crois que ce match vaudra le déplacement et il faudra le suivre de très près, parce que c'est un match qui va décider du sort de ce groupe-là. Avantage pour qui, selon vous? La Namibie est une belle surprise La Namibie est une belle surprise. Je ne sais pas si elle va confirmer, mais l'Afrique du Sud est quand même une valeur sûre.
Après son titre, il y a eu un déclin, participation à des Coupes du Monde, il y a eu un déclin. Mais actuellement, elle est en train de revenir parce qu'on sait que son club va gagner la Super Coupe d'Afrique des clubs champions avec des joueurs de Mamelodi Sundowns. Je crois qu'ils s'y retrouvent en grand nombre dans cette sélection. Donc l'Afrique du Sud est en reconstruction et ça monte petit à petit. Allez, on reste encore sur ce match entre la Tunisie et le Mali avec une séquence à vous montrer, un nombre de passes assez impressionnant, c'est le nombre qui est impressionnant. Avant le but tunisien, il y a eu 16 passes, c'est un record Brakissa dans cette CAN. Et oui, David, jusqu'à présent, les passes n'avaient pas été aussi nombreuses, on va dire, avant qu'un but soit marqué. Anthony, je pense que là, vous... Oui, mais on peut voir les Tunisiens qui travaillent latéralement et qui font bouger le bloc malien aussi sur le plan latéral. Et c'est là qu'ensuite, quand tous les milieux sont amenés, ils accélèrent, trouvent la profondeur, la verticalité. Et là, il s'est fait oublier, Rafia. Et il conclut avec... beaucoup de réussite aussi, mais il fallait aller la chercher, il fallait la mettre. La défense était statique. Hamza, Rafia, une petite image peut-être à vous montrer, une petite image soufflée par Martin Guillard. C'est l'entrée d'Yves Bissouma en fin de match. Alors, on le savait, souffrant. Et finalement, Eric Schell a décidé de faire appel à lui. Ça démontre aussi une envie de la part d'Eric Schell d'arracher les 3 points dans cette rencontre. Oui, complètement, parce qu'on sait que quand c'est un joueur qui est sur le terrain, il apporte quelque chose, notamment dans le combat, gagner des duels, ce qu'il avait fait sur le premier match malgré sa prestation jugée en demi-teinte. Moi j'aurais aimé le voir rentrer plus tôt. Parce qu'on est dans les 10 dernières minutes, on sentait vraiment que c'était fermé. On a eu la petite occasion de Niakate, mais c'était pas grand-chose. On aurait aimé en voir plus de la part des Maliens, c'est évident. Allez, on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial Senat Chikou en compagnie du sélectionneur tunisien Jalel Kadri. Ouais, super, hein, Jalel Kadri, même s'il y a eu un match nul, et on a senti votre équipe beaucoup, en tout cas mieux physiquement sur ce match que sur le match précédent. Oui, bien évidemment, c'est tout à fait normal. Notre rentrée à cette compétition, sur le plan physique, on n'était pas au top. Et ça peut se comprendre, vu les conditions que je viens de citer la dernière fois. Donc au niveau du fraîcheur, au niveau de l'impact physique, aujourd'hui, on a été beaucoup mieux. Face à une équipe, honnêtement, qui a beaucoup de qualités sur le plan athlétique, sur le plan technique et tactique. Donc on a joué un match avec beaucoup d'intensité sur le plan physique. On a répondu présent. Donc maintenant, un match nul, je crois que c'est un match équitable malgré quelques occasions là où on pouvait faire la différence. Maintenant, il reste un autre match contre l'Afrique du Sud. Donc d'ici 3 jours, il faut se concentrer, il faut bien récupérer pour avoir un match plus intense. Juste une dernière question justement sur le dernier match. Ça va être dur parce que l'Afrique du Sud, au niveau intensité, c'est peut-être même supérieur au Mali. Oui, dès le début, dès le tirage au sort, nous savons que c'était une poule assez compliquée. Donc on savait, on avait des adversaires de haute qualité, surtout au niveau de l'intensité. Maintenant, c'est à nous de répondre présent pour le prochain match. Merci beaucoup, Jalel. À très bientôt. Merci, Senat Chikou. À tout à l'heure. Tony, comment est-ce que la Tunisie devra donc aborder son prochain match face à l'Afrique du Sud ? Alors, comme je le disais tantôt, hein, le match de demain Afrique du Sud-Namibie va décider du sort de ce groupe. Mais si on se projette au dernier match, comme vous le demandez, face à l'Afrique du Sud, il faudra gagner. Parce qu'avec 1 point, on ne peut pas se qualifier. Il faudra arriver au moins à 4 points. Donc, il faudra gagner face à l'Afrique du Sud. Donc, la Tunisie devra montrer autre chose offensivement. C'est bien. Oui, elle n'a pas le choix. Il faudra montrer autre chose. Donc, je pense qu'ils vont étudier les vidéos, ils vont étudier le jeu de l'Afrique du Sud. Et puis, en fonction des circonstances, adapter leur stratégie. Mais en tout cas, il faudra gagner. Allez, on va retourner à Korogo, retrouver Senat Chikou et son invité, Leidouni. Ah oui, on est avec Talbi qui va nous parler un peu du scénario de ce match. Vous avez été mené très tôt, mais vous avez eu le mental solide pour revenir dans la partie et terminer à égalité. Ouais, c'est sûr, c'est un match important.
surtout après notre première défaite lors du premier match contre la Namibie. Donc on avait à cœur de faire une grosse réaction, une réaction d'orgueil. Malheureusement, on a été surpris, ils ont marqué assez tôt dans le match, mais malgré ça, on est resté serein, on est resté calme. On a su quand même revenir dans le match assez tôt aussi, donc il faut montrer aussi notre caractère. Après, c'est sûr que c'était un match difficile. On a joué contre une belle équipe du Mali, on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, on n'avait pas le droit de perdre pour rester en vie dans cette compétition. Donc ça reste un point du match nul, nous on voulait gagner, prendre les 3 points. Et maintenant, comme j'ai dit, on a un point, on est toujours en vie et il nous reste un match comme une finale contre l'Afrique du Sud pour se qualifier au second tour. Donc on va tout simplement tout donner pour aller chercher cette victoire et se qualifier pour le second tour. Est-ce que cette pression ne va pas vous déranger sur ce... Malheureusement, vous avez cette pression désormais. Est-ce que ça ne va pas déranger un peu votre préparation? Non, je pense pas. On est quand même des compétiteurs, on est des joueurs d'expérience. La pression, elle était aussi présente lors de ce match, donc je pense qu'on a plutôt bien géré ça. Et c'est sûr qu'on le dit souvent, on est meilleur lorsqu'on est dos au mur. Donc aujourd'hui, on l'était. Le prochain match, on va l'être aussi parce qu'on sait que la victoire est impérative. Donc comme j'ai dit, on a des joueurs d'expérience, des compétiteurs avec beaucoup de talent et du caractère. Donc je pense que cette pression va s'en nourrir pour la transformer en pression positive pour tout simplement tout donner lors du prochain match. Merci beaucoup. Alors, pression ou pas, la Tunisie va aborder au mieux son dernier match. Merci beaucoup. Et ce n'était pas Leidouni, hein, vous savez, les informations, ça va, ça vient. Vous avez reconnu Montassar Taïbi. Qu'est-ce qu'on peut dire, Anthony, de ce que nous a dit le défenseur du FC Lorient? Ah ben, ils savent ce qu'ils font. En tout cas, ils ont beaucoup de pression, comme il l'a dit, mais ils comptent s'en nourrir justement pour transformer ça en pression positive. Ce qui a été difficile dans le début de ce match. Ils ont su revenir et moi je pense que c'est une marque de caractère, comme il a pu l'expliquer. Souvent quand on voit des équipes encaissées, qu'elles sont vraiment au plus profond, c'est là qu'on peut voir comment elles réagissent. Et je trouve que la Tunisie a plutôt bien réagi, a continué de faire son match. Et bon, c'est un résultat nul, même s'ils auraient aimé faire mieux, marquer derrière. Mais encore une fois, ils n'ont pas perdu et je pense que c'est le minimum qui est préservé aujourd'hui. Tony, qu'est-ce qu'une équipe comme la Tunisie peut espérer? On a vu, ils ont perdu le premier match, là c'est pas terrible, ils tirent 5 fois dans un match qui est très important pour eux. On a l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions, parce que quand on écoute Jalal Kadri, notamment avant le match, il avait un discours un petit peu fanfaron en disant oui, vous savez, l'Argentine aussi a perdu son premier match, il a fini par gagner la Coupe du Monde. Et quand on regarde ce qu'il propose, c'est quand même pas extraordinaire. C'est vrai que le contenu n'est pas extraordinaire, hein, et Jalal Kadri, il faisait un peu de la com, mais on peut le lui concéder. La Tunisie, on ne sait jamais, c'est une compétition qui transcende les joueurs. Hein. Pour le moment, la Tunisie ne s'en sort pas. A priori, elle ne part pas favori face à l'Afrique du Sud. Mais ces deux équipes qui ont déjà gagné la Coupe d'Afrique des Nations, qui ont participé au Mondial, ces deux équipes d'expérience, Tunisie et Afrique du Sud. Et bon, ça va se jouer une fois encore à la détermination et puis à l'efficacité en attaque. Ce qui manque à ces deux équipes-là. L'efficacité en attaque, Knissi n'est plus là. Oui, il est blessé pour toute la durée de la CAN maintenant. Il est blessé. Percy Tao n'est pas dans un grand jour non plus. Il a vendangé pas mal d'occasions lors du premier match. Bon, c'est deux équipes qui se cherchent. On verra ce que l'Afrique du Sud fera demain. Mais ça va se jouer sur l'efficacité en attaque. Il faut gagner, il faut marquer des buts. En tout cas, au moins un but de plus que son adversaire. Bon, on verra bien. Alors, vous parliez du palmarès des équipes. Vous avez évoqué l'Afrique du Sud, la Tunisie. Enfin, c'était à une époque, c'était il y a quand même très très longtemps. Est-ce qu'on peut encore s'appuyer sur ça, sur son historique? On le voit. Le Cameroun, dont on a beaucoup parlé, on a beaucoup buzzé sur le Cameroun. Aujourd'hui, bon, le Cameroun, c'est pas vraiment le Cameroun, quoi. Oui, malheureusement, ce qui se passe dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est que les grandes nations ne sont pas toutes au rendez-vous, à part le Maroc, le Sénégal, et à un degré moindre le Mali. Toutes les autres jouent sur leur passé, leurs résultats qu'ils ont eus par le passé. Malheureusement, c'est ce qui se passe dans cette Coupe d'Afrique des Nations, et ce sont les jeunes nations qui émergent, comme les nations lusophones, la Namibie, le Cap-Vert, la Guinée équatoriale, des gens comme ça qui émergent. C'est ce qu'on voit dans cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Souhaitons quand même que les colosses, les cadors du football africain quand même se rebiffent et qu'ils fassent jouer la fierté du champion. Mais pourquoi il faut le souhaiter, ça? Parce que la Coupe d'Afrique des Nations en a besoin, la CAN en a besoin pour sa crédibilité. C'est vrai que la fraîcheur, les nouvelles équipes qui arrivent, c'est frais, c'est extraordinaire, c'est entraînant. Mais il faut quand même que vous enverrez la Namibie en Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'elle ferait? Pas d'expérience, pas de vécu.
alors que le Cameroun, même mauvais, ou l'Afrique du Sud, vous l'amenez en Coupe du Monde, ça va être mieux que la Namibie. Non, mais là, on parle de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est ce que Donc, je s'il dis. y a des nations, justement, je vois le Cap-Vert qui est le premier qualifié de cette 34e CAN, Oui. c'est frais, Anthony, ça fait du bien au football, Non, ça. tout à fait, mais ça montre aussi que la carte footballistique en Afrique, que ce soit sur le plan international comme au football local, elle est en train de changer. Et il y a des pays, on va prendre la Tanzanie. C'est bien ou c'est pas bien pour vous? On Moi, a je trouve compris que c'est bien. Tony, c'était plus l'ambiance Super League. on Non, reste moi entre je trouve soi. que c'est bien. Après, il est vrai que de ce côté-là de l'Afrique, comme je le dis souvent, on a l'air très arrogant et on s'appuie sur ce passé. Sauf que ces nations-là, elles ont bien travaillé sur le plan local. Je voulais prendre l'exemple de la Tanzanie qui, il y a quelques années, c'était les meilleurs Tanzaniens qui allaient en Lina Foot congolaise. En 3-4 ans, maintenant, c'est l'inverse. C'est les meilleurs Congolais qui vont là-bas et c'est un championnat qui est dans le top 5 des meilleurs championnats africains. Alors qu'avant, ils étaient inexistants. La Guinée-Conakry, le Sili National, c'est pareil. Ils ont des clubs qui ont des partenariats avec le FC Barcelone, désormais comme Afia, tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est un vent de fraîcheur et ça montre aussi aux petites nations, enfin, entre guillemets, les petites nations, qu'elles sont capables d'aller obtenir des résultats face aux plus grands et c'est la beauté du football, pour moi. C'est pas fini, ça aurait pu être le mot de la fin. La fin du début du groupe E, justement, pour se remettre un petit peu avant de quitter et d'aller voir ce qui s'est passé dans le groupe D cet après-midi. Mali, premier avec 4 points. Namibie, deuxième avec 3 points. La Namibie qui affrontera l'Afrique du Sud demain. Ce sera toujours à Korogo demain soir. Et la Tunisie avec un seul petit point qui explique un peu, c'est un peu le syndrome des colosses, comme dirait Tony Dalmeda, mais des colosses d'argile. Allez, on passe au groupe D. Il s'est passé énormément de choses avec des matchs très très spectaculaires. Ça a commencé à 14 h du côté de Bouaké avec l'Algérie face au Burkina Faso. Algérie, un autre colosse au pied d'argile. Sans doute ouverture du score pour le Burkina Faso avec ce coup de tête de Mohamed Kounaté pour les étalons juste avant la pause. 50e minute, coup franc de Belaïli. Nabil Beltaleb reprend, c'est repoussé par Kofi. Et Bagdad Bounedja, le serial buteur de l'Algérie, finit par pousser le ballon au fond des filets. 70e minute, ça arrive alors qu'on revoit Bagdad Bounedja, serial buteur. Une situation litigieuse avec un penalty qui est sifflé en faveur des étalons. C'est transformé par Bertrand Traoré. Anthony, un spécialiste maintenant. Ah oui, désormais, c'est 2 pénaltys en 2 matchs de CAN pour Bertrand Traoré, lui qui n'a pas été épargné par les blessures ces derniers temps. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. 95e minute, éternelle Algérie qui égalise encore grâce à Bagdad Bounedja sur corner. 2-2, ce sera le score final. Regardez la joie, la détresse déjà des Burkinabés qui passent à côté de quelque chose, d'une qualification. Et la joie de l'Algérie qui revient de nulle part. Et je vous avais dit que c'était fini pour le groupe E. Évidemment, je vous ai menti. Parce qu'on va retourner à Korogo. On fait des voyages du ping-pong du nord au sud, de l'ouest à l'est. Eric Schell est au micro de Senachikou. Ah oui, on vous quitte David pour Eric. Et Eric, ça a été difficile aujourd'hui. D'un point de vue intensité, cette équipe tunisienne en a mis tellement. Écoute, je ne sais pas si ça a été difficile pour nous. Voilà, je pense qu'il y a eu un bon match de la part des deux équipes. Voilà, nous, je pense que dans l'entame, on n'a pas été terrible. Après, on a marqué ce but, un très beau but. Derrière, on a fait une légère erreur et on a pris un but. Après, je pense qu'on méritait mieux. Voilà, et puis comme je le disais tout à l'heure, j'attends de revoir l'action sur Sinayoko. Voilà, ça me paraît un petit peu louche quand même. Maintenant, c'était un bon match. En termes d'intensité, on a récupéré énormément de ballons dans leur camp. Voilà, on a eu quelques situations vers la fin qu'on aurait pu négocier. Mais c'était un bon match et moi, je suis fier de mes joueurs. Maintenant, de là à dire que ça a été très difficile pour nous, je pense que ça a été un petit peu plus difficile que pour en face dans l'autre équipe. Et là, comment comptez-vous aborder le prochain match dans la peau du leader, peut-être? Écoutez, on va se focaliser sur le prochain match, comme on le fait depuis le début. Voilà, on a joué ce premier match contre l'Afrique du Sud face à une très bonne équipe. La Tunisie aussi une très bonne équipe. Voilà, c'est un groupe relevé, voilà, avec des équipes qui sont très intéressantes. La Namibie, on va bien le préparer et puis jouer encore une fois comme on joue nos matchs depuis le début, avec de l'intensité, avec de l'envie, avec de l'humilité. Et en tout cas, moi je suis content parce qu'on a franchi un palier par rapport au dernier match en termes de maîtrise du ballon. Donc voilà, il y a des petits détails
Un match se joue sur un petit détail, des fois avec un petit peu de chance. Donc aujourd'hui, il faut encaisser et puis se remettre au travail et aller vers de l'avant. Merci coach et à très bientôt. Merci, c'est Nachikou en direct de Korogo. Tony, il avait l'air abattu là, Yakchen. Oui, il espérait visiblement mieux comme résultat, mais il doit protéger ses joueurs. Visiblement, il n'est pas content de la production de son équipe, surtout sur l'erreur défensive. Et il est revenu également sur l'action, la Schumacher du gardien tunisien. Il est revenu là-dessus aussi parce qu'on n'a pas eu de coup franc, pas de carton ni rien du tout. Mais je pense que le gardien, c'est assez surprenant qu'il n'y ait aucune réaction du côté du corps arbitral. Aujourd'hui, j'ai été un peu déçu par les arbitres de ces deux derniers matchs, alors qu'auparavant, tous les matchs avaient été, à mon sens, bien officiés. Mais là, sur ces deux actions-là, je commence à avoir quand même quelques doutes. Peut-être qu'ils commencent à avoir la pression de trop bien faire. C'est dommage, Eric Schell est abattu, mais rien n'est encore perdu. Ils sont premiers de leur groupe. Il suffira d'aller chercher encore un match nul ou, dans le meilleur des cas, gagner pour être qualifié. Et pourquoi pas sortir premier du groupe? Parce que quand on est premier de son groupe, on reste dans sa ville et puis on garde ses bonnes habitudes qui ont tant bien marché, si bien marché. Alors vous parliez du niveau de l'arbitrage sur les matchs d'avant, ça concerne aussi Algérie et Burkina Faso. Figurez-vous que la FAF, la Fédération algérienne de football, a décidé de porter réclamation car elle n'est pas satisfaite de la désignation de l'arbitre VAR qui était le même qu'au premier match. Bon, c'était juste comme ça pour vous remettre dans l'histoire. Mais on reste dans le groupe D les amis parce qu'il y a eu un super match à Bouaké toujours entre la Mauritanie et l'Angola. On va regarder les buts, ça a commencé à la 30e minute avec Gelson Dalla, Anthony, 18e but en sélection. Action confuse, mais il la met au fond. Mais il a l'audace d'y aller, le ballon qui rebondit avec tous ces joueurs mauritaniens qui sont placés dans leur but, ça va sous la barre, il a énormément de réussite. 43e minute, regardez bien Tony, exploit personnel de Sidi Amar qui transperce la défense des Antilopes et égalise. Absolument, action extraordinaire de Sidi Amar. Il a réussi à passer trois défenseurs. Les défenseurs ont reculé au lieu d'avancer pour l'empêcher. Mais après, une fois qu'il était aux abords de la surface de réparation, il ne pouvait plus le toucher. Sinon, ça faisait but. Et au retour des vestiaires, on retrouve Gelson Dalla, 50e minute pour le doublé. Son 19e but en sélection. Ça fait 2-1 pour les hommes de Pedro Gonçalves. Le petit ballon, ça finit par passer. 3 minutes plus tard, on retrouve Gilberto qui avait raté un immanquable en première période. Il creuse l'écart. Action un petit peu longue parce que vous allez voir que la défense des Mourabitounes est très fortement coupable. Elle n'a pas réussi à dégager le ballon et Gilberto en profite. Ça fait 3-1, ça se corse pour les Mourabitounes qui vont quand même réduire l'écart à la 50e minute grâce à Aboubakari Koïta. Anthony, 3-2, mais plus rien ne sera marqué. Excellent joueur, ça c'est un très beau but, frappe puissante. Le gardien la touche, mais il la sort pas. Et bon, ça permet de réduire le score. Malheureusement, il n'y a pas eu d'autres buts. On aurait pu en avoir plus dans cette dernière demi-heure. Mais... Quel pétard. Ouais. Quel pétard. Et vous nous avez dit tout à l'heure, Brakissa, 11 buts en 3 matchs. Absolument. C'est quand même pas mal. Et il y en a eu beaucoup dans ce groupe D, 9 en 2 matchs. On va regarder le classement du groupe D et vous allez vous apercevoir qu'on a parlé de groupe de la mort pour le groupe C. J'ai l'impression que tous les groupes sont un petit peu compliqués. C'est l'Angola qui est en tête, qui vient en tête et qui rejoint donc le Burkina Faso avec 4 points. L'Algérie en embuscade avec 2 points et la Mauritanie qui reste à quai, 0 points. Il va y avoir une finale de groupe, Anthony, entre l'Angola et le Burkina Faso la semaine prochaine. Ça va être un superbe match, surtout quand on voit ce qu'a produit l'Angola. Moi, je suis un grand fan de Pedro Gonçalves, la façon dont il a cette capacité à s'adapter aux adversaires qu'il joue. On l'a vu face à l'Algérie, même en encaissant, en ayant le retourné de Bounedjah qui était refusé, il n'a pas paniqué. Ils ont appliqué le même plan de jeu. Ils ont changé un joueur avant la mi-temps, ça a fonctionné. L'Algérie n'a plus vu le jour. Et le Burkina, qui n'a bon, dans le contenu, n'avait pas vraiment convaincu contre la Mauritanie, qui s'en sortait très bien. Aujourd'hui, c'était beaucoup mieux. Mais attention quand même, les Angolais, ils montent en puissance et la première place, pour le moment, ils la déméritent pas. Allez, on passe à présent au match du lendemain. 3 matchs au programme demain. On regarde. On espère être à la hauteur de l'événement.
Et la grosse affiche, évidemment, c'est le Maroc contre la République démocratique du Congo de Cédric Bakambu. Il affrontera Romain Saïs, Amin Harit, qui encore Hakim Ziyech, Hakimi. Il y a beaucoup de grands noms, il y a aussi Bono dans les buts. Ça va être dantesque. Il faut faire attention, on a vu Chancel Bemba qui a été quand même très bon sur le premier match. Qu'au Congo, le demi-dieu. Attention au demi-dieu qui peut faire très mal. Il faut expliquer, Anthony. Ah oui, mais ça, c'est le nom qui lui est donné dans son pays, tout simplement, parce qu'il a percé très tôt, très jeune. Un film. Oui, bon. Que beaucoup de gens ont vu, normalement. On peut le donner, le nom du film. Belle poussière. Belle poussière, que beaucoup de gens ont vu. Mais on revient sur ce match entre le Maroc et la République du Congo, avec un protagoniste qui sera forcément important, c'est Cédric Bakambu. On a eu la chance de le rencontrer. C'est avec Timothée Mémon. Cédric, le Congo, le drapeau, Kinshasa, qu'est-ce que ça représente pour ce groupe? Le sentiment prédominant, je vais dire que c'est la fierté surtout. C'est une fierté nationale, donc oui, jamais je refuserai de venir jouer pour mon pays. Tu as 32 ans, c'est quoi ton rôle dans ce groupe? Bah moi je les accompagne, on va dire ça comme ça, parce que je fais partie, je crois même que je suis le plus ancien, ou bien je fais partie des plus anciens. En tant qu'ancien, et c'est mon devoir entre guillemets d'aîné. J'ai eu la chance de disputer 2 Coupes d'Afrique des Nations, donc voilà, je sais ce que c'est, je sais ce que demande cette compétition, et j'essaie justement de transmettre mon savoir et mon expérience à la plupart de mes coéquipiers, pour beaucoup c'est la première CAN. La pression, tu l'as senti chez eux? Tu as senti un peu d'inquiétude, le poids de la compétition, le poids du pays peut-être? Non, franchement non. On est bien rentré dans la partie, on a été sérieux. Même après ce but concédé, j'ai eu peur parce que je me suis dit voilà, on a beaucoup de joueurs pour qui c'est la première en Coupe d'Afrique. Comment est-ce qu'on va réagir après ce but encaissé? Et non, c'était plutôt positif. On a su réagir, on a su marquer et se procurer pas mal d'actions. Maintenant voilà. C'est ce qu'il nous reste à faire pour nous qualifier, parce que l'objectif c'est la qualification. Vous avez fait une bonne rentrée dans la compétition en termes de jeu, mais il y a eu 2 points de perdus au regard de votre domination. Tu l'as ressenti comme ça? Non, moi je préfère garder le positif. On a 1 point, il nous reste 2 matchs, on sait que la qualification est toujours jouable. On a sorti une belle prestation, mais c'était pas suffisant pour l'emporter. Et voilà, on sait ce qu'il nous reste à faire pour la suite. On sait qu'on a des bons joueurs, mais dominer, c'est pas gagner. Encore plus dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Le plus important, c'est d'être efficace dans les 2 surfaces. Et malheureusement, c'est ce qui nous a fait défaut lors de notre première sortie face à la Zambie. J'entends beaucoup parler de la prochaine CAN, puis j'entends aussi beaucoup parler de la Coupe du Monde. C'est un objectif pour le Congo? En fait, on ne s'interdit pas de rêver. Pour moi, oui, ça serait génial de pouvoir participer à une phase finale de Coupe du Monde. Mais moi, je pense que voilà, faut y aller step by step. Aujourd'hui, on a la Coupe d'Afrique des Nations, on reste focus sur ça. Et pour le reste, on verra plus tard. C'est quoi le rêve de Cédric Bakambu dans les semaines qui viennent là? C'est simple, remporter la Coupe d'Afrique. Merci à Timothée Mémon. Remporter la Coupe d'Afrique, c'est aussi peut-être le rêve d'un artiste que vous connaissez tous, Youssoupha, fervent supporter des Léopards. On écoute. Alors, t'as pensé quoi du match là? Maillot du Sénégal, ça veut dire que tu as les origines sénégalaises, c'est bien ça? J'ai des origines sénégalaises parce que ma maman elle est sénégalaise. Je suis congolais, mais ma maman elle est sénégalaise. Donc aujourd'hui c'était un classique africain. Et puis l'ambiance elle était dingue, absolument dingue. J'ai beaucoup aimé le match. Il y avait beaucoup de tension, une grosse ambiance dans ce stade de Yamoussoukro. Et puis la Côte d'Ivoire accueille la CAN magnifiquement. Une CAN dont le Congo et le Sénégal vont disputer la finale. Aujourd'hui c'était un petit avant-goût, c'était déjà extraordinaire, ça sera encore extraordinaire plus tard. Propos de Youssoupha recueillis par Karim Baldé. Alors on va passer maintenant à ce qu'on appelle le béret de la CAN. Est-ce que vous savez ce que c'est, Anthony? Ouais, c'est les ragots, c'est ce que diraient les Camerounais, le Congo-ça, si je ne me trompe pas. C'est à peu près ça. Tout ce qui buzz sur les réseaux sociaux à propos de la CAN, c'est dans le béret.
un bon ballon. Il est le dernier. Le Rwanda, il est pas si même. C'est comme ça. C'est pas un gardien. Oh, tu prends le jet, tu peux faire le bon ici là. Ça c'est sûr. Aucun esprit de lion. Ça, ce sont des chatons qu'on a vus. C'est pas des lions, c'est des chatons. C'est des chatons. Miaou, c'est des chatons. Mais tu... Désormais, appelons Sénégal médicament de Palu. Sénégal vient de soigner Palu de tous les Ivoiriens. Alors, Tony, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans toutes ces séquences qu'on vient de voir? Moi, ce sont celles du Cameroun à Mal qui ont retenu mon attention. Et particulièrement la dame qui a parlé en tout début, chien vert et tout ça. Et puis celle où le monsieur se cognait la tête contre le mur. Il fallait le faire. Anthony, et vous? C'est ça aussi, mais après j'aimerais bien revenir sur le Marocain au milieu des autres supporters. C'est un beau message, le football qui rassemble un petit peu tout le monde et toutes les cultures. Et je pense aussi que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. La CAN, c'est exactement ça. C'est un très beau mélange et on espère que la fête va continuer. Un message d'unité, donc. Exactement. Anthony, il aime bien le mot de la fin et ça lui va tellement bien. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir et de se transformer en papillon de nuit. On va dire un coucou spécial ce soir à nos deux opérateurs LSM, Jean-Maxime Escassu, Mathieu Saltz, deux opérateurs LSM. C'est eux qui nous recalent les buts, qui font les résumés, sont très précieux pour l'émission. Et en plus, ce sont de très très bons compagnons de route. On se quitte avec le best-of de la journée. Il y a eu plein de buts. On se retrouve demain. Maroc, RDC, 14h. Et on fera le débrief dans Tam Tam à partir de 16h15. Gros match et donc gros dispositif. À demain.